nouveau temps d'information, soyez les bienvenus à ce rendez-vous. Bonsoir à tous, voici le sommaire de ce journal. Processus électoral, c'était la dernière journée de réception des dossiers de candidature à la CEI. Ce lundi, la commission électorale indépendante n'attendait pas moins de 12 candidats, parmi lesquels figurent les candidatures des partis EDS, UDPCI, Leader et aussi des candidats indépendants à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Un événement triste, Mamadi Diané a été inhumé ce jour. L'ex-conseiller diplomatique du président de la République décédé le 27 août dernier a été fait commandeur de l'ordre national à titre posthume ce lundi. Parlerons de développement également. Le village de Kangoti et ses environs sont depuis ce week-end approvisionnés en eau potable. Un château d'eau construit dans ce département de Daokro a été inauguré par les ministres Laurent Tchagba et Sidiki Diakité. Bienvenue dans ce 23h. Dernier rendez-vous d'information de ce lundi 31 août 2020. C'est aussi la date butoir de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. La période dédiée à la réception des dossiers prend fin à minuit ce jour. Cette journée, la commission électorale indépendante attendait pas moins d'une douzaine de candidatures et à quelques heures de la fin de cette phase du processus électoral, les candidats affluent au siège de la CEI. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Les obsèques de Mamadi Diané, ex-conseiller diplomatique du président de la République, se sont déroulées ce lundi 31 août 2020. L'illustre disparu est décédé le jeudi 27 août dernier. Il a été fait ce jour commandeur de l'ordre national à titre posthume. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko prenait part ce jour à la cérémonie de levée de corps au nom du chef de l'État Alassane Ouattara. Le témoignage de Mahama Traoré. Lecture intégrale du Saint-Coran dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera Golf. Intentionnellement, chaque verset lu intercède en faveur de Mamadi Diané, rappelé à Allah le jeudi dernier. Ce lundi, jour choisi pour l'inhumation de l'ex-conseiller spécial du président Alassane Ouattara, toute la République se tenait aux côtés des familles éplorées. Le chef de l'État en séjour hors du pays s'est fait représenter par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est d'ailleurs le chef du gouvernement qui témoignera la reconnaissance de la nation à ce vaillant serviteur. Au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur de l'ordre national à titre posthume et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. Que retenir de Mamadi Diané? Il fut l'un des premiers Africains à intégrer et prospérer dans les milieux d'affaires américains dans les années 80. Un homme serviable, au carnet d'adresses très fourni. Ses proches le décrivent comme un citoyen du monde. Je voudrais juste témoigner de ce que ce garçon a accompli par lui-même, un self-made man, pour arriver à des sommets, mais en même temps sa capacité à redescendre, à assumer sa religion, mais surtout à rendre service à tous ces Africains. Vous allez chez Mamadi, vous trouvez les Guinéens, quand ceux-là partent, les Maliens viennent, ensuite ce sont les Tanzaniens, les Sénégalais, les Burundais, et ainsi de suite. Pendant 20 ans, il a représenté cela. Mamadi était un homme de droiture, pour qui l'amitié représentait une de ses valeurs les plus importantes de la vie. Quand il accordait sa confiance et son affection à quelqu'un, c'était pour toujours. On pouvait compter sur lui quand on avait besoin d'aide, mais également quand on souhaitait partager avec un ami des moments de détente. Après les hommages et les bénédictions, place à la prière mortuaire, ultime moment d'intercession avant le départ pour le cimetière de Williamsville, où Mamadi Diané a été porté en terre ce lundi après-midi. Et nous portons à présent nos regards sur Kangoti, ce village de département de Daokro, où a été récemment inauguré un château d'eau. La réalisation de l'ouvrage aura nécessité un investissement de 450 millions de francs CFA. Les ministres Laurent Tchagba et Sidiki Diakité étaient présents pour l'ouverture des vannes. Le compte-rendu d'Herman Yamia.
Ce geste des ministres Sidiki Diakité et Laurent Kagba matérialise la mise en service officielle du château d'eau de Kongoti dans le département de Daoukro. C'est un véritable soulagement pour les populations de ce village et celles des villages voisins de Kwasi-Getekro et d'Asueti. Ces villages, bien que disposant déjà chacun d'un système d'hydraulique urbaine, les populations étaient confrontées à un déficit aigu de production d'eau potable à cause du tarissement des différents forages qui ont été réalisés. On s'en va puiser de l'eau en brousse, on prépare et puis on met javet dedans et puis on boit. Avant l'arrivée du château d'eau, c'était vraiment difficile. Les femmes portaient des pots à des kilomètres pour avoir accès à l'eau. Et aujourd'hui, vraiment, grâce au château que nous avons reçu, la population est ravie. Ce projet d'un coût global de 450 millions de francs CFA est entièrement financé par l'État ivoirien. Grâce aux travaux d'extension du réseau de Kongoti à partir de Daoukro, l'on pourra produire désormais 220 mètres cubes d'eau par jour au lieu de 60 mètres cubes d'eau par jour avant les travaux. Grâce à ce projet, le renforcement de la production en eau potable des populations de Kongoti, de Kwasi-Getekro et Asueti, estimé à environ 3242 habitants en 2020, est désormais garanti. Ce qui va considérablement améliorer leurs conditions de vie en leur procurant une meilleure santé d'une part et d'autre part en réduisant les corvées d'eau imposées aux femmes, aux enfants et particulièrement aux jeunes filles. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, parrain de la cérémonie, demande aux populations de faire confiance au gouvernement qui, selon lui, entend apporter le développement dans toutes les localités du pays. Le président de la République a une vision pour la Côte d'Ivoire. Cette vision, c'est le bonheur pour chacun des Ivoiriens et dans tous les compartiments de sa vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, depuis son accession au pouvoir, son seul objectif, c'est de donner de l'électricité à chaque village, à chaque communauté. Donner de l'eau à chaque communauté. Le château d'eau de Kongoti, enfin opérationnel, les populations pourront désormais avoir recours sans difficulté à leur robinet de maison. Dans le secteur agricole, une nouvelle stratégie de promotion du riz est envisagée. Elle a été présentée aux producteurs de Méagui, Mayo et Soubré par le ministre de la Promotion du riz et pour s'imprégner davantage des difficultés que rencontrent ces producteurs. Le nouveau programme de promotion de riz devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en riz de bonne qualité avant 2025. À 60 km d'Abidjan, à Bessedi-Brignan, l'élevage crée des emplois. C'est du moins en perspective. Au moins 3000 emplois directs devront être générés par un programme d'autonomisation des jeunes et des femmes de cette localité. Tout cela grâce à l'élevage. On en sait davantage dans ce reportage de Astou Touré. Ils sont venus des 14 villages du canton Tioyasso pour se retrouver sur la place publique de Bessedi-Brignan pour le lancement de ce projet de développement. Ce projet dénommé Clé en main est un projet d'élevage contenu dans le vaste programme d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire appelé PADECI, un programme logé au ministère des Ressources animales et halieutiques. De façon spécifique, c'est pour améliorer la production de viande et de lait à travers le développement des élevages de ce que nous allons installer. Ce projet qui vise l'autonomisation des jeunes et des femmes en zone rurale va générer 3000 emplois directs et 12 000 emplois indirects à Bessedi-Brignan. La jeunesse a assez de problèmes. D'abord, des moyens de financement. Il y a des jeunes qui sont diplômés, ils n'ont pas d'appui. Aux femmes de Bessedi-Brignan, je leur demande vraiment de s'impliquer dans ce projet pour que nous puissions aller de l'avant, pour vaincre vraiment la pauvreté. Pour la réalisation de ce projet, qui va coûter environ 30 millions de francs CFA, les populations de Bessedi-Brignan ont pu compter sur l'aide et l'appui d'un fils de la région. Ces actions, c'est de pousser le peuple à pied à aimer l'élevage. L'élevage qui nourrit son homme aujourd'hui. Ça, c'est un projet test qu'on va faire. Il faut dire qu'à terme, c'est de mettre à la disposition de la population 10 poules, un coq, de sorte que chacun puisse se prendre individuellement son projet et le développer à sa façon.
Parce que la mise en œuvre du projet recommande que ces jeunes et femmes bénéficiaires soient organisés soit en association ou en coopérative, le président des jeunes et la première responsable des femmes ont été intronisés et présentés aux populations, occasion pour le sous-préfet de Bécédi-Brignan de leur rappeler l'importance de la tâche à eux confiée. Vous devez savoir que l'avenir ne s'improvise pas et que votre bonheur futur ainsi que celui de vos enfants dépendra pour une large part des efforts que vous déploierez dès aujourd'hui sans perdre un instant, car le monde n'a que faire des paresseux et des inconscients. C'est sur ces sonorités du pays acquier qu'a pris fin cette rencontre. Les travaux des 55e assemblées annuelles de la BAD couplés avec les 46e assemblées annuelles du Fonds africain de développement se sont tenus les 26 et 27 août dernier. Ces assemblées ont été marquées par la réélection du président sortant, Dr Akinwumi Adesina. Demain, 1er septembre, se tiendra la cérémonie d'investiture et avant cet événement, la présidente du Conseil des gouverneurs de la BAD, la ministre Nialé Kaba, fait le point des grandes résolutions adoptées au cours de ces assemblées, suivant ce rapport de Cheikh Koné. Seul candidat à sa succession, Dr Akinwumi Adesina, a été réélu à 100% par les gouverneurs des 81 États membres de la Banque africaine de développement. Une réélection sur fond de compromis parce qu'à l'accoutumée, dans les principes de la banque, le candidat unique est tout simplement plébiscité et ne passe pas par un vote. Alors le fait d'avoir voté malgré le fait que nous ayons un candidat unique, ça a eu la particularité de nous mettre dans une situation de doute jusqu'à la dernière minute. Nous n'avons pas procédé au vote par acclamation comme cela se fait habituellement. Le vote a été effectif. Il s'est bien passé. Un bon déroulement du processus électoral qui n'occulte pas les nombreuses tensions qui ont secoué la banque ces derniers mois, notamment la crise des lanceurs d'alerte. La Côte d'Ivoire, qui a assuré à travers la ministre Nialé Kaba la présidence du Conseil des gouverneurs durant 15 mois, s'est fortement impliquée pour faire adopter une réglementation sur les lanceurs d'alerte afin de renforcer la gouvernance de la banque. Nous avons adopté une résolution de revue de la politique de code de conduite et une résolution donc qui va réviser de façon étendue la politique de gouvernance de la banque. Le bureau du Conseil des gouverneurs avait retenu 2 actions. La première, c'est de faire la révision du rapport du comité d'éthique par 3 personnalités dirigées par Mme Robinson. Et la deuxième, c'est de procéder à la révision de la politique des lanceurs d'alerte pour éviter que la banque n'ait plus jamais à être secouée, on va dire, par cette vague de contestation, d'incertitude, d'instabilité que la politique des lanceurs d'alerte a failli créer. Cette résolution va mettre en place un comité ad hoc de 5 gouverneurs, dont 3 régionaux et 2 non-régionaux, représentant les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne. Ce bureau va travailler durant 1 année sur la politique des lanceurs d'alerte de façon singulière et de la gouvernance de la banque de façon étendue, à savoir les contrats et autres marchés passés par la banque. L'investiture du président Adesina se tient demain 1er septembre. Les prochaines assemblées annuelles se tiendront, elles, en 2021, à Accra, au Ghana. Autre point de cette édition, la cohésion sociale. L'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois, s'est exprimé ce jour sur la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire. Dans la volonté de contribuer à la recherche des voies et moyens d'unité, il appelle les acteurs politiques et la société civile au dialogue et à la concertation. On écoute son propos recueilli par Grace Kando. Face au climat sociopolitique actuel marqué par des manifestations et tensions intercommunautaires qui mettent à mal la cohésion sociale, Jean-Pierre Cardinal Coutois appelle les acteurs politiques et la société civile au dialogue. La Côte d'Ivoire, notre pays, est un pays de dialogue par tradition. Ne mettons pas le dialogue sous éteignoir pour emprunter des chemins qui n'honorent pas notre cher pays. L'on ne peut dialoguer sans faire un pas pour rejoindre l'autre.
j'invite instamment tous les Ivoiriens à renouer avec le dialogue. L'archevêque d'Abidjan a aussi insisté sur le respect des lois en vigueur. Je prie pour que chacun, dans l'exercice de sa responsabilité, ait la sagesse pour tout accomplir dans le strict respect des lois. Que les appuis et les revendications se fassent dans le strict respect de la Constitution, particulièrement en ce qui concerne le respect du droit à la vie, droit inviolable selon notre Constitution, confère l'article 3. Seule la justice qui reconnaît à chacun ses droits et devoirs nous apportera la paix. Le cardinal Coutois invite toutes les communautés religieuses à la prière pour que les élections se déroulent dans un climat apaisé. Voilà, la paix et la cohésion sociale, un environnement sain pour mieux gérer les défis auxquels nous sommes confrontés sur le plan sanitaire. Le coronavirus figure en première ligne. Voyons l'évolution de la pandémie à cette date en Côte d'Ivoire. Ce lundi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce 119 nouveaux cas de Covid-19, 146 nouvelles guérisons et 2 décès. La Côte d'Ivoire compte ainsi 18 067 cas confirmés à ce jour, avec encore 1251 cas actifs. Et si le nombre de cas positifs est en baisse ces dernières semaines, le virus continue de circuler. Il faut donc rester vigilant et respecter les gestes barrières. Et c'est d'ailleurs ce que recommande le gouvernement au point presse hebdomadaire ce lundi. Il a été révélé que 438 nouveaux cas et 6018 prélèvements ont été diagnostiqués la semaine dernière. Le compte-rendu de Franck Wadio. Au 126e point sécuritaire national, force est d'observer un relâchement à l'occasion de certains rassemblements. Le porte-parole de la police nationale interpelle donc. Poursuivant par ailleurs la sensibilisation dans cette période sensible préélectorale, invitons instamment, au nom de tous les grands commandements militaires et paramilitaires, les hommes politiques, les ministres des cultes, les leaders de la société civile, le mouvement sportif national, les clients, propriétaires et tenanciers de maquis, bars, boîtes de nuit, salles de spectacle, à la vigilance civique qui sauve. Vigilance alors des forces de sécurité qui annoncent un total de 1535 établissements, maquis, bars et autres sites de rassemblement visités entre le 24 et le 30 août 2020. Au niveau sanitaire, 438 nouveaux cas annoncés sur 6018 prélèvements, ce qui donne un total de 17 948 cas sur un échantillon total de 126 552 prélèvements testés. Soit 14,18% des cas. 1351 nouvelles guérisons portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 16 553, soit 92,51% des cas de Covid-19 enregistrés depuis lors. Le nombre total de décès de Covid-19 notifiés est 115, soit 0,64% des cas. 1280, le nombre de cas encore actifs, soit 7,13% des cas dépistés à ce jour. 95% des cas dépistés sont concentrés dans le Grand Abidjan. L'analyse des données révèle une baisse continue du taux de positivité. On note du 1er au 30 août 2020, 5125 guéris contre 6 887, soit 1762 guérisons en moins. Cette situation n'est pas synonyme de fin de la pandémie dans notre pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akawele, nous encourage à la prudence et à la persévérance. Il faut donc se réapproprier les bonnes pratiques, même si les pics sont moins denses ces dernières semaines. À Adzopé, les autorités communales disent œuvrer à maintenir le cap de la sensibilisation. La mi-mars, et en application des mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité, la mairie d'Adzopé a donc pris des dispositions pour amplifier et relayer ces mesures.
Premièrement, par la prise d'un arrêté municipal imposant le respect des mesures barrières à tous, suivi d'un programme de sensibilisation par les radios de proximité. La localité a enregistré 4 cas de contamination heureusement pris en charge à temps. Aux autorités sanitaires et sécuritaires de maintenir donc l'alerte dans le Grand Abidjan et même au-delà, le coronavirus est bel et bien toujours d'actualité. Intéressons-nous à présent au processus électoral. Nous démarrons par ce communiqué. Une mise au point de la CEI, je lis, dans une déclaration datée du 28 août 2020. Monsieur Bédier Conan Aimé Henry, président du PDCI RDA et candidat de ce parti à l'élection présidentielle 2020, appelle à un audit international de la liste électorale avant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Pour appuyer sa demande, le président du PDCI ajoute surtout que le président de la CEI a avoué que la liste électorale 2020 comporte 3% d'anomalies, sans donner les lieux ou circonstances de ce prétendu aveu du président de la CEI. La commission électorale indépendante dément fermement de telles allégations attribuées à son président, celui-ci n'ayant jamais tenu ses propos ni en public ni en privé avec le président du PDCI, ni avec un membre quelconque de son parti. Au demeurant, le président du PDCI ne précise pas la nature des anomalies dont il s'agit et encore moins le mécanisme de détermination du taux de 3% dont il fait mention, ce qui ne permet pas à la CEI de lui apporter les éclaircissements qui conviendraient. La commission électorale indépendante rappelle que le contentieux ouvert à l'issue de l'affichage de la liste électorale provisoire visait un examen inclusif par tous les électeurs et toutes les autres parties prenantes au processus électoral en cours en vue d'obtenir un fichier électoral propre et fiable. En tout état de cause, la commission électorale indépendante tient à rassurer les partis et groupements politiques, les candidats à la candidature de l'élection présidentielle du 31 octobre, la communauté internationale et internationale que la liste électorale provisoire 2020 est en cours de traitement afin de prendre en compte les décisions du contentieux résultant des réclamations et des observations qui ont été portées à sa connaissance selon les dispositions légales en vigueur. Elle réaffirme à toutes et à tous que la liste électorale définitive qui sera arrêtée dans la deuxième quinzaine de septembre 2020 sera des plus crédibles. La commission électorale indépendante souligne par ailleurs que la période de réception des dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 31 octobre prend fin ce lundi 31 août 2020 à minuit. Un communiqué signé ce lundi 31 août 2020 par la commission électorale indépendante. Et la CEI qui, dans moins d'une heure, on vous le disait tout à l'heure, ne réceptionnera plus de dossiers de candidature pour la présidentielle 2020. Plus tôt, ce lundi, Albert Mabry Touaqueuse de l'UDPCI a déposé son dossier de candidature. Les images de notre reporter sur place, Sidonie Davila. Albert Mabry Touaqueuse, accompagné de son épouse, fait son entrée aux environs de 12 heures à la commission électorale indépendante. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, est venu matérialiser son ambition d'être candidat à la présidentielle de 2020 en déposant son dossier de candidature. L'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique explique les motivations. Au cours des prochaines décennies, et notre pays qui a non seulement des ressources naturelles importantes, mais aussi les résultats de sa force de travail à travers l'agriculture, a donc un potentiel à transformer. Ce potentiel-là doit être transformé avec les jeunes. C'est pour cela que l'occasion de la prochaine élection doit permettre de donner toute sa place aux jeunes, permettre que le dividende démographique que nous avons puisse effectivement conduire au développement, conduire à une participation effective des jeunes à la transformation de notre pays. C'est la raison de notre candidature. Quelques minutes avant l'arrivée du président de l'UDPCI, son équipe, conduite par Blé Guirao, remettait les fiches de parrainage à la CEI.
Et un candidat qui dépose sa candidature, c'est toute son organisation qu'il se mobilise. Ce matin, les militants de l'UDPCI n'ont pas manqué à l'appel. On regarde. Ils ont voulu être les témoins des faits. Les militants de l'UDPCI étaient nombreux au dépôt de candidature d'Albert Mabry-Touakeus, le président du parti. C'est une joie pour nous en tant que un des proches collaborateurs, mais surtout secrétaire général adjoint 1, le docteur Mabry pour nous, c'est celui-là qui est le trait d'union entre la jeunesse et les autres générations. Et donc aussi, en tant que médecin, il a un sens élevé du devoir et donc du service social. Je suis émue parce qu'il y a longtemps, nous attendions cela. Et Mabry a les atouts pour le faire. C'est ce qui m'encourage. Je pense que c'est l'homme qu'il faut pour cette Côte d'Ivoire. C'est un grand jour pour nous, c'est un jour mémorable. Et je veux vraiment dire merci aux militants qui sont mobilisés. Nous avons largement dépassé le parrainage. Des militants galvanisés, ambiance surchauffée aux allures de fêtes populaires pour accueillir leur président. La mobilisation des militants de l'UDPCI, une assurance pour Albert Mabry-Touakeus. Et la CEI réceptionnait aussi ce lundi le dossier de candidature du candidat du parti EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, la plateforme proche de l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo. Bien que ne figurant plus sur la liste électorale, l'ex-président ivoirien et ses partisans tiennent à aller jusqu'au bout du processus électoral. Ce faisant, les membres de la plateforme qui soutiennent la candidature de Laurent Gbagbo ont été les premiers à se présenter à la CEI ce lundi, dernier jour de dépôt de candidature. Georges Armand Ouignan, en tête de la délégation, a été reçu par la CEI qui a réceptionné le dossier du candidat de l'EDS. Nous venons de déposer le dossier de candidature de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, que nous avons sollicité pour être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ces élections doivent se dérouler dans un environnement apaisé. Pour terminer, c'est le lieu pour nous, fidèles à la philosophie politique du asseyons-nous et discutons de notre référent et candidat, le président Laurent Gbagbo, de lancer un appel pour un dialogue franc, sincère, responsable et inclusif dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. L'ex-président ivoirien et ses partisans placent beaucoup d'espoir en cet acte de candidature pour la présidentielle. La suite revient au Conseil constitutionnel. Et pour soutenir cette candidature, les militants du parti EDS sont venus nombreux. Sidonie Davila rapporte l'ambiance qui prévalait à cette occasion. Un jour, pas comme les autres pour les partisans de l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une plateforme proche de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Le dossier de candidature de leur leader, à leur grande satisfaction, a été réceptionné par la CEI. Tout s'est bien passé et nous souhaitons que les élections se passent de façon calme, de façon ouverte et de façon démocratique. Je voudrais vous dire tout juste que je suis heureux d'avoir déposé le dossier de mon référent. Autour du référent, il n'y a pas de débat. Nous sommes ensemble. Dans les environs de la commission électorale indépendante, coups de sifflet, fanfare, une ambiance de fête, on pouvait entendre les membres de l'EDS scander le nom de Laurent Gbagbo. Une partie du boulevard Latry est prise d'assaut par les partisans de Laurent Gbagbo. L'idée, manifester leur adhésion quant à la candidature de l'ancien président ivoirien. Le candidat Soko Koï a aussi présenté sa candidature en se présentant ce jour à la CEI. Éric Goré rapporte les faits. Les candidats à l'élection présidentielle d'octobre continuent de déposer leur dossier en vue de prendre part à l'élection présidentielle. C'est le cas du prophète Soko Koï, candidat indépendant. Ce candidat n'a que 3 documents. Quant à la question de savoir ce qui le motive, voici sa réponse. Je suis pour tout le monde. J'aime tout le monde. Et je vais être au service de tout le monde. Je demande à Dieu de mettre sa main sur ce pays
afin qu'il y ait la paix dans ce pays. Que Dieu apporte la prospérité dans ce pays. Que Dieu fasse que tous ceux qui sont dans ce pays puissent s'unir pour bâtir ce pays. Le 31 août représente la date de clôture de dépôt de candidature. Passons à l'actualité internationale. À Bamako, la junte militaire qui a pris le pouvoir le 18 août dernier se rapproche de la société civile et de la classe politique. Elle s'est rendue ce jour chez l'ancien président Moussa Traoré qui a dirigé le Mali de 1968 à 1991. Une visite afin d'être conseillé par l'ancien chef d'État malien. La délégation avait à sa tête le colonel Assimi Goïta, chef de la junte militaire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.